Il vient d'atterrir ce matin venant tout droit de la RDC. Il ne s'est pas encore remis de ces élections où il était confronté avec la fraude, le report successif des résultats et surtout le laxisme de la communauté internationale. Voici le journaliste de la VRT, Peter Verlinden. Bienvenue Peter. Tu reviens tout juste du Congo. Quand es-tu arrivé? Ce matin. Oui, ce matin à 7h15. As-tu pu dormir entre-temps? Quelques heures, surtout une de marche. Ça aide énormément. Tu combines tout. C'est ce que je fais souvent. Pendant que tu dormais, Kabila a envoyé un message au monde. L'as-tu suivi? Oui, je l'ai entre-temps suivi. Nous allons la revoir. Il a déclaré le résultat de l'élection n'est pas discutable. La crédibilité des élections ne peut pas être remise en question. Y avait-il des erreurs? Bien sûr, comme dans la plupart des élections, sur ce continent ou ailleurs. Mais ceci remet-il la crédibilité de ces élections? Non, je ne le crois pas. Bien. Es-tu d'accord avec lui? Tu as passé 2 semaines là-bas, n'est-ce pas? Peu importe sur ce que je pense, mais surtout les conclusions des différentes missions d'observation qui priment. En effet, tout le monde a suivi ces processus, ne peut jamais être d'accord avec lui. Ces élections ne sont jamais non crédibles, parce que enfin le vote en soi n'était pas si terrible, car il y avait pas mal des observateurs internationaux et nationaux et il s'est déroulé dans le respect plus ou moins de normes connues. Les choses ont commencé à dégénérer au moment de la compilation et la tricherie qui en ont suivi. C'est ainsi le Centre Carter, une organisation de renommée internationale, fondé par l'ancien président américain Jimmy Carter, qui s'occupe de l'organisation du déroulement des élections dans plusieurs pays dans le monde. Il a constaté la plupart des grands centres de vote ne se trouvaient qu'au Katanga, où on a dépouillé 500 000 voix environ avec un taux de participation de 100% dans la totalité, semble avoir voté pour Kabila. Waar ongeveer 500.000 stemmen geteld zijn, waarbij een opkomst in die stembureaus was van 100% en die hebben allemaal 100% Kabila gestemd. Ja, er zijn zaken sans blague. Statiquement c'est possible, mais il ne faut pas tout de même exagérer. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Comment se fait-il qu'on en parle peu ici en Belgique? Le nouveau ministre des Affaires étrangères Didier Reynders dans l'émission Vandaag semblait éviter cette question, pendant que Karel de Gucht semblait avoir une attitude opposée vendredi dernier sur ce plateau. Il n'y a aucun doute qu'il y a eu des fraudes dans plusieurs places. J'ai pris note de la publication des résultats provisoires. J'ai demandé de ne pas utiliser la violence. Je pense que la communauté internationale doit marquer son désaccord. Notre collègue Peter Verlinden a eu une interview avec Étienne Tshisekedi et celui-ci a clairement demandé la médiation de la communauté internationale. Avez-vous un plan ou bien voulez-vous cette opportunité pour intervenir? Non, il n'y a aucun plan. À quoi attribuez-vous cette politique d'Autriche? Vous savez, c'est toujours délicat de faire un aveu, mais en arrivant au Congo quelques jours avant, c'était pour moi clair comme la plupart des gens ici en Occident, y compris dans le circuit de l'ambassade belge, qu'on comptait sur la réélection de Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. On pense souvent, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout vrai, que la réélection d'un président est une garantie pour la continuité et la stabilité. C'est une manière de penser que la communauté internationale a appliqué en Afrique depuis des décennies, et c'est à cause de cela qu'on soutenait Mobutu sur le plan international, car on privilégie la stabilité à la place du changement. Ce qui est évidemment une faute, car en imposant la stabilité, on crée que les frustrations et la colère dans la population, et cela est devenu le principal enjeu. Lorsqu'on se rendu compte de Tshisekedi, on l'a su vite le soir même du 28 novembre grâce au SMS entre observateurs, à travers tout le pays. Nous savions que Tshisekedi était en tête avec un score qui avait surpris tout le monde sauf les Congolais. Car, Kanambe est dans l'incapacité de remporter aux élections même, avec un chien de la nationalité congolaise. On sentait la nervosité chez quelques diplomates, et qui ne voulaient bien entendu ne pas l'admettre, qui allant du mauvais au pire, les poussa à se cacher derrière des prétextes, comme par exemple demander à attendre la décision de la Cour suprême de justice, pour se décider, tout en sachant que cette dernière est à la solde de Hippolyte Kanambe, et ne pourra jamais contredire la décision de la CENI. Tout le monde sait que la CENI est impuissante.
Il y a même là des rumeurs qui circulent que je ne peux confirmer la véracité, que le report de la publication des résultats était dû au marchandage, avec les opposants siégeant à la CNI, donc on les a carrément achetés pour acheter la falsification. On raconte que certains opposants auraient reçu, ce que je suis dans l'incapacité de le prouver. Mais la même chose s'est passée dans le Parlement durant la révision constitutionnelle de loi électorale. On a proposé à un opposant, paraît-il une villa en premier lieu, après une Bentley et finalement un immeuble à Kinshasa. C'est possible que ça soit des racontars, mais cela surprendra personne que ce soit la vérité de filmer. Oui. Il y a eu des émeutes ici à Matongé, pendant que tu étais à Kinshasa. Comment as-tu vécu la situation là-bas ? Toute proportion gardée, ce n'était pas si terrible que ça. Sache que Kinshasa est une ville de 50 km par 50 km, donc s'il y a des émeutes dans 4 ou 5 quartiers impliquant une centaine de personnes, l'impact serait négligeable vu l'immensité de la ville. C'était tout de même effrayant lorsqu'on y était confronté pendant une nuit. Et pourtant tu étais bien en train de filmer. Oui. Après la proclamation des résultats, on t'a vu filmer dans une rue d'un quartier populaire. Terwijl de antiterreureenheden van de politie overal patrouilleren, wagen een paar tientallen opgejaagde aanhangers van Tshisekedi zich toch weer op. Pendant que la brigade anti-émeute continuait sa patrouille, il y avait encore une dizaine des partisans d'Étienne Tshisekedi dans la rue. Ils sont furieux selon eux, une victoire falsifiée de Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe est proclamé gagnant, et non pas leur héros Étienne Tshisekedi. C'est pour cela ils ont brûlé des bus aussi les voitures en signe de protestation. Zeker de jonge Congolezen hier zijn woedend. Woedend omdat Joseph Kabila uitgeroepen is tot nieuwe president en niet hun held, Etienne Tshisekedi. En daarom hebben ze bussen in brand gestoken en ook auto's, als protest. N'est-il pas dangereux de circuler là-bas si tard dans la soirée? On me pose souvent cette question. Tu sais, dans ce métier, le danger c'est quelque chose que tu cherches à maîtriser, tu fais cela en connaissance de cause. Tu réfléchis très bien avant de prendre le risque. Ce n'est pour rien qu'on est les seuls à tourner ces genres de reportages. Ces images vont, dans l'entretemps, parcourir le monde entier. Personne n'osait sortir dehors le soir. Mais je connais cette ville assez bien. J'avais un excellent chauffeur, avec qui j'ai travaillé à plusieurs reprises, qui pouvait évaluer si une sortie était dangereuse, réalisable ou à peine réalisable. Car il y a un jour, la police anti-émeute s'était dirigée vers nous, elle commençait par tirer du gaz lacrymogène, et puis la pression devenait intense, et puis 5 minutes plus tard on a pris la fuite, et pouvait se mettre par après à l'abri. On doit faire confiance à son équipe, j'ai souvent une excellente équipe, que j'utilise lorsque je pars vers ce pays-là. Et on doit être en harmonie. C'est la maîtrise du danger, ce n'est pas sans risque mais je pense qu'on doit bien savoir ce qu'on fait. Durant toutes ces années que je suis dans ce métier, restons tout de même prudents, on n'a jamais connu un malheur. Qu'est-ce qui est difficile en tant que journaliste? Tu y vas souvent, tu connais des gens là-bas, mais comment on ne peut pas vous sentir impliqué? Je ne suis pas impliqué dans les motivations politiques qui sont derrière cette histoire. Ça m'est totalement égal si Tshisekedi ou Kanambe gagnait les élections. Je compatis plutôt avec la population, car en tant que journaliste, tu essayes autant que possible de montrer la réalité comme outsider. Je comprends un peu le lit, Ngala et le Shvaili, mais je ne le parle pas, ce qui a toujours été mon handicap. J'essaye de montrer à notre public ce que ces gens sont en train de vivre durant ces événements et que j'ai fini par compatir en me disant que ce qui sait se passer ici est tout simplement une gifle qu'on a donnée aux Congolais en pleine figure. Je trouve ce qui se passe là-bas est injuste. Nous les Occidentaux avons dit aux Congolais il y a plusieurs années que l'avènement de la démocratie, c'est-à-dire le droit de vote, l'isoloir et cocher une case sur un billet de vote allait améliorer leur quotidien. En pratique, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas non seulement à cause de limites du système, ce qui est un autre débat, mais c'est surtout parce qu'on leur abandonne durant un moment crucial. Stemrecht, een stemhokje en dan een kruisje zetten, dat hun leven zal verbeteren. Nu, dat is niet zo. Het is niet zo omdat het principe gewoon zo niet werkt, dat is een ander verhaal, maar het is vooral niet zo omdat we hen op het cruciale moment daarboven nog eens in de steek laten. Te reconnais-tu dans cette exaspération du journaliste?
Certainement. Vous savez, il y a 43 ans, que j'étais parti au Congo pour la première fois, et directement 1 heure, après avoir quitté l'aéroport, je me suis retrouvé en prison. Sans blague. Ce n'était pas pour une visite, mais le hasard voulait que je sois dans la région d'Idiofa au Bandundu, où j'avais fait bâtir un centre médical. J'ai monté une voiture avec un prêtre, n'était pas apprécié par Mobutu. À l'époque, 1 demi-heure plus tard, on s'est retrouvé en prison, mais après négociation, il faut de vin, on était libéré 1 demi-heure plus tard. Nous n'étions pas en danger de mort, mais je peux tout de même dire que la corruption est ancrée dans la mentalité, donc celui qui a le pouvoir, comme ce n'est pas le cas ici, l'abuse souvent pour son enrichissement personnel. C'est ainsi on a vu Mobutu, une des plus riches personnes, comme c'est le cas de l'actuel président. Ils ne font qu'amasser de l'argent. La plupart de ces dictateurs ne partagent pas la richesse avec le peuple. C'est un des pays les plus riches du monde, mais sa population vit dans la pauvreté absolue et ça c'est un désastre. N'est-ce pas? Oui, il est même classé en dernière position dans la liste des pays. Dis donc, pense-tu que Tshisekedi aurait gagné les élections s'il n'y avait pas de fraude? C'est ce que les gens disent. Enfin, ceci n'est pas du tout un argument, un prétexte pour la fraude. Il n'y a pas d'excuse pour justifier l'humiliation d'une nation. Ok, posons la question autrement. Tshisekedi serait-il un bon alternatif? Ça c'est encore plus difficile comme question. Je ne crois pas au. Tu l'as rencontré, n'est-ce pas? Je sais que c'est difficile de le dire au risque d'être interprété comme suit. Ils n'ont pas le droit d'avoir la démocratie. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Un pouvoir qui vient du sommet vers le bas au Congo, un président tout-puissant, et que Louis Michel a joué un rôle important pour son instauration en 1960. C'était la première tentative, une autre en 2006. Ce genre de système ne convient dans ce pays qu'avec le pouvoir traditionnel. Sur ces pays, le pouvoir se localise traditionnellement dans les communautés, dans les villages, dans les cités. Si on distribuait le pouvoir sur une échelle plus bas, de sorte qu'on donne aux communautés plus de responsabilités pour se développer actuellement, ils s'étendent, car ils n'ont jamais appris autrement. Depuis l'époque coloniale, tout venait du sommet, après Mobutu, ensuite Kabila, ainsi de suite. Les gens entendent la main tombe du ciel. Ces dirigeants ont abusé cette attitude. Car que fait Kabila? Il donne des cadeaux. Pourquoi a-t-il pu gagner beaucoup des voix dans le Bandundu? Parce qu'il a fait construire une route entre Kikvi et Kangé. Les gens lui ont dit merci. Merci, mais ils ne sont pas censés de lui dire merci. Ils doivent plutôt prendre leurs responsabilités, comme tout le monde sur cette terre. Waarom heeft hij zoveel stemmen in Bandundu, een andere provincie, gehaald? Omdat hij een weg getrokken heeft naar Kikwit, naar Kikwit, een nieuwe weg. Aussi longtemps que tu reçois des cadeaux, on ne peut plus prendre tes responsabilités. Cadeau veut dire dépendant de celui qui est au sommet. Ce système ne peut jamais marcher. Le 17 décembre sera la prestation des serments. Kenambeva. Non, c'est le 20 décembre. Vas-tu y aller? Disons plutôt, es-tu autorisé d'y aller? Car au Rwanda, on t'a depuis un moment refusé l'accès. Le 20 décembre, Kanambe prêtera le serment. Avec une cour suprême à sa solde, Tshisekedi ne peut rien espérer. Et sur Nderiva ou quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on a même invité le roi. Oui, depuis des années. Mon visa est valable jusqu'au mois de mai, c'est possible que j'y aille. Mais aller pour la prestation du serment dépend surtout de ce que fera la délégation belge. Donc si Render gagne notre autorité de notre pays, je suppose nous ferons partie de cette délégation. Les Congolais ont reçu ces dernières semaines des instructions claires de ne pas entraver le travail des journalistes. Une collègue hollandaise a une complication, mais cela était un accident de parcours. Je pense qu'il est encore possible d'y aller, mais je retiens mon souffle pour les années à venir. Oui, nous verrons combien tu restes. Bienvenue. Merci pour ta visite, monsieur Victor Verliden.